Bonjour, il est 17h30, nous sommes jeudi et toujours ravi de vous retrouver. Voilà, alors aujourd'hui, vous avez des personnes en plus et des personnes en moins, donc vous pouvez constater que Arnaud Dubien n'est pas là parce qu'il est toujours en France en train de voyager entre deux villes. Il est dans le train, donc il n'a pas pu se joindre à nous. Donc aujourd'hui, c'est Igor qui fera toutes les parties politiques, économiques, diplomatiques, météo et le reste. Donc merci Igor. Et crypto-monnaie pour ceux qui n'ont pas compris hier. Mais nous avons quelqu'un d'autre aujourd'hui qu'on vous avait promis, donc Oleg Alramov, qui est le directeur général de FM Logistique. Et aujourd'hui, on va donc vous parler logistique. On a déjà un certain nombre de questions, mais vous pourrez en poser d'autres, bien évidemment. Alors, Oleg nous expliquera ce qu'il est possible et pas possible de faire. Il nous parlera notamment des nouvelles lois où les camions européens n'ont pas le droit de traverser la Biélorussie, si j'ai bien compris. Mais Oleg nous tiendra au courant de tout cela après le point de Igor, voilà, qui est en train de s'amuser avec sa bouteille d'eau. Donc Igor, peux-tu nous dire ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Et d'ailleurs, si aussi, puisqu'on nous avait posé la question hier, si on a eu des nouvelles de cette réunion. Je ne sais pas si tu allais en parler, j'ai oublié de te demander, mais de cette réunion des hommes d'affaires auprès du président Poutine. Merci Président, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais aujourd'hui couvrir l'essentiel de l'actualité du jour. Donc je vais commencer par les nouvelles qui portent sur l'économie avec quelques informations sur le système UnionPay dont on a régulièrement parlé. On a appris aujourd'hui que les principales banques russes sanctionnées, donc Sberbank, Alfa Bank, VTB, Открытие et Sovcombank, en réalité sont dans l'incapacité d'émettre des banques UnionPay dans la mesure où l'opérateur monétaire chinois a préféré tout simplement suspendre la coopération avec ces banques de peur de tomber dans le périmètre des sanctions secondaires. Autrement dit, UnionPay redoutait qu'en coopérant avec ces banques et en faisant notamment du co-badging ou tout simplement en proposant des systèmes UnionPay sur les cartes de ces banques russes, eh bien, ils se mettent en position d'être l'objet de pression de la part des Occidentaux qui, par exemple, pourraient tenter de limiter le fonctionnement du système de UnionPay ou tout simplement faire des pressions sur les entreprises occidentales, sur les banques occidentales, pour ne pas travailler avec les banques chinoises émettrices de UnionPay ou avec les entreprises chinoises qui travaillent avec ce système-là. Autrement dit, par précaution, les Chinois ont suspendu les discussions avec leurs collègues russes à ce sujet-là. D'autre part, les cartes qui auraient déjà été émises par ces banques depuis février seraient visiblement désactivées ou fonctionneraient très mal. Ça reste à voir. L'expérience montrera si jamais c'est vrai ou pas. Mais on avait appris que de toute manière, depuis quelques temps, les clients russes qui tentaient de régler des achats à l'étranger avec ces banques-là ou d'acheter sur Internet avec cette carte-là, eh bien, rencontraient des problèmes. Vous voyez leurs achats qui étaient refusés ou bloqués puisque le système détectait que ces cartes avaient été émises en Russie. Donc en réalité, depuis quelques jours, on voyait que ça commençait déjà à ne pas très bien fonctionner. Une autre information sur le FMI et les prévisions de croissance du FMI sur la zone euro. Le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance sur la zone euro pour 2022, puisque désormais il table non plus sur 3,9%, mais sur 2,8% en raison du conflit en Ukraine, avec des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui sont probablement plus durement touchés du fait du poids du secteur industriel dans leur économie et du fait qu'ils sont consommateurs notamment de gaz et de gaz russe principalement pour soutenir leurs industries. Pour l'Allemagne, on passerait de 3,8 à 2,1% et pour l'Italie de 3,8 à 2,3%. Donc c'est quand même pratiquement un tiers de point de croissance qui disparaît d'après les prévisions du FMI. Sur le volet des sanctions, les États-Unis ont décidé de nouvelles sanctions contre la Russie qui portent sur une quarantaine d'entreprises et une trentaine de personnes physiques. D'autre part, côté européen, la ministre allemande des Affaires étrangères, dont je ne me souviens plus du nom, en tout cas j'arrive pas à le prononcer, a affirmé que l'Union européenne ne lèvera pas les sanctions sur la Russie tant que des troupes russes ne se seront pas retirées du territoire ukrainien. Et ça, c'est intéressant de relever cette déclaration, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment entendu des conditions même approximatives en vertu desquelles les Européens envisageraient une levée des sanctions, contrairement à ce que, par exemple, les Américains ou les Britanniques ont indiqué quand même régulièrement depuis plusieurs semaines maintenant.
Sur l'actualité politique, Elvira Nabiullina a été reconduite pour 5 années supplémentaires dans ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Russie, fonction qu'elle occupe depuis 2013. Sa candidature avait été proposée par Vladimir Poutine le 18 mars dernier et la Douma aujourd'hui a validé sans surprise cette candidature à 338 votes pour et 83 contre. Elle va donc entamer son 3e et probablement dernier mandat le 24 juin prochain. Probable dernier mandat car en vertu de la loi, elle ne peut pas briguer plus de 3 mandats d'affilée. Alors, suite à sa reconduction, elle a donc fait quelques déclarations. On peut en relever 2. Tout d'abord, elle a assuré qu'un défaut de la Russie était exclu. Et par ailleurs, elle a indiqué que très prochainement, la BCR expérimenterait, donc la Banque centrale de Russie expérimenterait l'introduction du rouble numérique dans l'économie réelle avec des projets pilotes qui devraient prendre forme dès 2023. Une autre nouvelle importante, hier on parlait des lois que nous surveillons de très près car on les considère comme néfastes pour le climat des affaires et les investissements étrangers. Le Conseil présidentiel pour la codification et l'amélioration de la législation civile, donc près le président de la Fédération de Russie, a donné un avis négatif sur le projet de loi soumis à la Douma d'État sur l'initiative de la Crimée concernant la nationalisation des actifs appartenant à des citoyens des pays dits inamicaux. Donc c'est un projet de loi, souvenez-vous, qui avait été proposé par la Crimée, qui se faisait fort de rappeler son expérience en matière de nationalisation suite à l'annexion 2014, après laquelle des actifs ukrainiens avaient été nationalisés massivement. Et par conséquent, ce projet de loi a été rejeté, en tout cas jugé négativement par ce conseil présidentiel, avec le directeur de ce conseil présidentiel qui a déclaré tout simplement que ce projet de loi ne pouvait en aucun cas être soutenu. Enfin, dernière nouvelle politique, la fraction moscovite du parti Yabloko a déposé une demande pour organiser une manifestation contre l'opération spéciale en Ukraine le 1er mai prochain à Moscou. Côté diplomatique, on relève un entretien entre messieurs Lavrov et Çavuşoğlu, plus facile à prononcer que le nom de la ministre allemande des Affaires étrangères. Selon le ministre des Affaires étrangères turc, il y aurait parmi les membres de l'OTAN, il y aurait des pays qui seraient plus intéressés par le prolongement et l'enlisement du conflit en Ukraine et un affaiblissement de la Russie qui résulterait de cet enlisement. Il n'a évidemment pas cité les pays auxquels il pensait. Je rappelle que la Turquie joue un rôle de médiateur et à cet égard, elle a encore confirmé hier qu'une rencontre entre les deux présidents, russes et ukrainiens, pourrait tout à fait se tenir ou à Istanbul ou à Antalya. Enfin, il a rappelé concernant les garanties de sécurité que l'Ukraine cherche à obtenir qu'en aucun cas ces garanties ne pourraient recouvrir des mécanismes similaires à ceux de l'article 5 de la Charte de l'Atlantique, qui est donc l'automaticité de la réponse collective en cas d'attaque contre un des membres. Ça, pour les Turcs, c'est exclu d'essayer de dupliquer ce système pour l'Ukraine. Toujours sur les garanties de sécurité, la Russie table sur le fait que la Biélorussie fasse partie des États garants de la sécurité de l'Ukraine, selon le directeur du département de la CEI au ministère russe des Affaires étrangères. D'après donc le MID, Minsk doit non seulement être associé à l'accord de paix, mais également faire partie des accords de garantie de sécurité, dont les parrains pourraient être les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et charge ensuite à d'autres États de venir se joindre à finalement ce noyau dur d'États garants de la sécurité de l'Ukraine. Enfin, hier, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu en visite surprise à Kiev. L'UE a promis de débloquer 1,5 milliard d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Selon le président Zelensky, les discussions ont porté donc sur les pas concrets pour une aide militaire financière à Kiev et de nouvelles sanctions sur la Russie. Ils ont également discuté de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et des modalités de cette entrée, dont le processus manifestement est à ses balbutiements et a été déjà engagé. Et enfin, la question de la reconstruction de l'Ukraine et plus particulièrement de la remise à niveau du secteur agroalimentaire ukrainien qui est assez important.
Et concernant les sanctions de l'Union européenne, évidemment, le président Zelensky a appelé à de nouvelles sanctions. Et on rappelle qu'il y a un 6e paquet de sanctions européennes qui serait en préparation, avec notamment en ligne de mire un embargo sur le pétrole russe qui serait considéré, certains pays européens étant favorables et d'autres, comme par exemple la Hongrie, mais pas seulement la Hongrie, y étant plutôt opposés. Voilà pour les nouvelles, Président, je te rends la parole. Merci Igor. Tu n'as pas répondu à mes questions sur la réunion avec Ah oui, exact. Non, j'ai rien qui est ressorti de particulier sur cette réunion. Avant qu'on ne passe la parole à Oleg, j'ai des petites questions. D'abord, on me confirme que Sberbank n'émet plus de cartes. Alors, on me dit aussi par manque de plastique. Donc, je ne sais pas s'il y a un manque de plastique, mais bon, en tout cas, ils doivent avoir un problème effectivement avec UnionPay, ce qui veut dire que Rosbank ne le fera pas non plus. On nous dit pas que la Russie a remis ce mercredi à la partie ukrainienne un projet de document dans le cadre des pourparlers de paix menés par Moscou et Kiev. Qu'en est-il? On en a parlé hier. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de nouvelles depuis aujourd'hui. Hein. Hier, Arnaud l'avait mentionné. Non, il n'y a pas vraiment. Disons que Zelensky, dans sa conférence de presse suite à la rencontre avec Charles Michel, a indiqué qu'à sa connaissance, les Russes n'avaient rien transmis. Par conséquent, il y a encore une espèce de guéguerre de l'information avec des déclarations contradictoires. En tout cas, M. Peskov a indiqué qu'effectivement quelque chose avait été proposé aux Ukrainiens. D'ailleurs, je note qu'un des conseillers de M. Zelensky a, entre guillemets, accusé réception de ce document en disant que finalement, oui, ils ont bien remis quelque chose, mais ce n'est ni plus ni moins que la réponse en bonne et due forme aux propositions formulées par l'Ukraine et remises aux Russes à Istanbul fin mars. Et M. Zelensky qui a donc indiqué que non, il n'y avait rien à signaler. Donc voilà, on comprend. Ce qui en ressort, c'est que sur le volet diplomatique, il n'y a pas grand-chose à attendre pour le moment. Et une question en fait auquel on n'a jamais répondu, mais qui est amusante et qui est vraie. Pourquoi Zelensky demande aux Européens un embargo sur le gaz alors que l'Ukraine peut d'elle-même couper l'approvisionnement via le pipeline Brotherhood qui passe par son territoire? Parce que si l'Ukraine fait ça, elle va se priver de plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. C'est 7 milliards sur 5 ans, je crois, voilà, de revenus. De revenus que la Russie paye et qu'elle paye en devises en plus. Donc, ils ne vont pas aller se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là, je pense. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu bizarre d'insister sur... de dire aux Européens que c'est une honte qu'ils se fassent livrer du gaz et pas couper le gaz, non? Oui, c'est une question de posture. Hein, et effectivement, peut-être, je pense que peut-être ça leur a été rappelé par certaines personnes à certaines occasions, mais effectivement, pour l'instant, ce tuyau fonctionne et il fonctionne à plein régime en plus. Ouais. Alors, on nous demande aussi, sur un autre sujet, pas d'avion tant que la Crimée est russe. Ça, je ne pense pas que ce soit une question de Crimée, là, les avions. C'est pas vraiment lié. En fait, il y a des avions. Donc, j'imagine la question, c'est sur les liaisons aériennes avec la Crimée. Non, je pense que c'est avec la Russie, mais... non, alors, de toute façon, dans les deux cas, c'est pas lié, hein, que ce soit l'un dans l'autre. On nous demande pourquoi réclamer un embargo sur le gaz. On revient à la question précédente. Dans ce cas, car l'Ukraine paiera aussi les revenus du gaz. Il demande un embargo sur le gaz aussi parce que c'est 800 millions de dollars par jour de revenus pour les Russes et que voilà, donc c'est effectivement peuvent financer dans ces cas-là la guerre. La Russie rend secrète la liste des banques connectées à son système de paiement alternatif à SWIFT. Est-ce vrai et vérifiable? Non, je ne pense pas que ce soit secret. Effectivement, j'ai lu une information hier selon laquelle les Russes n'avaient plus communiqué certaines informations en lien, je crois, avec quelque chose qui se rapproche de ça. Mais je vérifierai, mais effectivement, j'ai vu quelque chose passer comme ça. D'accord. Bon, on va passer... alors, Laurent, qui a le même âge que moi et qui ne comprenait rien aux crypto-monnaies hier, compte tenu de son âge, nous dit à quand un topo sur les e-monnaies cette fois-ci. J'essaie vraiment de rajeunir. Je te promets, Laurent, on fera quelque chose. Mais maintenant, on va passer à Oleg. Oleg, Oleg est directeur général de FM Logistique, qui est en
prison, oui, c'est cela. Merci, j'espère pas encore, en tout cas pas juste après cette intervention. Mais s'il y avait quelque chose prévu à la sortie, il faut... T'inquiète pas, on t'attend. Non, FM Logistique est présent, et non pas en prison, sur le territoire de la Russie depuis bien longtemps, parce que lorsque je suis arrivé en 94, vous étiez déjà là. Donc, Oleg, vas-y, si tu veux bien présenter un petit peu ce que vous faites, et puis on a plein de questions déjà pour toi. Donc effectivement, merci beaucoup pour cette opportunité de partager le panorama, qu'est-ce qui se passe sur la logistique. Nous, effectivement, sur la logistique, on est présent depuis de longue date sur cette industrie, et tant que sur les entrepôts et aussi sur le transport. Et aujourd'hui, effectivement, sur la logistique, il y a beaucoup de questions, non seulement dans le cadre de ce briefing, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se posent les questions. Est-ce qu'effectivement, il y a les circuits qui continuent? Qu'est-ce qui se passe? Comment régler le problème? Je vais essayer de peut-être en quelques mots tout d'abord expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis fin février. Fin février, il faut juste noter que nous, on avait observé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont diminué leurs exportations vers la Russie. Il y a plutôt trois phénomènes, je pense, qu'on peut citer en grande masse. Tout d'abord, effectivement, les sanctions. Et ça, c'est inévitable. Et, par exemple, le segment qui est luxe, qui a été impacté un des premiers, et quand il y a les sanctions, il est interdit d'exporter vers la Russie. Après, il y a certaines entreprises qui ont commencé assez rapidement à réagir en disant que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Russie, donc je suspends les exportations vers la Russie. Et troisième phénomène, c'est quand même lié avec tout ce qui est l'euro-rouble, le taux de change. Comme vous vous souvenez, l'euro-rouble, la parité a été jusqu'à 170 de mémoire, où le dollar a touché 150. Donc, quand il y a la facture qui était mise pour exporter vers la Russie, quand vous passez la douane, il faut payer les droits de douane. Et effectivement, dans les inconnus que tout le business avait vécu, c'est impossible de prévoir est-ce que je suis capable de négocier après avec mes clients mes produits si je les importe vers la Russie avec tel prix. Donc, il y avait cette suspension assez forte, y compris liée à taux de change. Après, une fois qu'on continue au mois de mars avec les différentes actions, tout d'abord, il faut dire peut-être faire l'accent sur la Chine. On entend parler que depuis la Chine, effectivement, les flux qui ont commencé à grandir, les entreprises chinoises essayent de prendre l'opportunité pour être présents. C'est pas si simple en termes de documents, parce que quand l'entreprise veut exporter les produits vers la Russie, il faut avoir un certain nombre de certificats d'origine. Il y avait les questions sur ce sujet, je vais revenir après. Et donc, il faut que l'entreprise fasse un certain nombre de démarches pour pouvoir exporter ces produits vers la Russie. Après, en termes de transport pur, aujourd'hui, les flux depuis la Chine, c'est tout d'abord les chemins de fer qui existent, et ça existe depuis certaines années, déjà plusieurs années. Et après, c'est un camion qu'on peut envoyer les marchandises. Aujourd'hui même, ça prend entre 15 jusqu'à 20 jours pour ramener les marchandises de porte à porte depuis la Chine jusqu'à la Russie. Et à savoir aussi que, pourquoi je parle de la Chine, il y avait certains flux depuis la Chine vers l'Europe qui passent par la Russie. C'était intéressant pour beaucoup d'entreprises parce que c'est plus parfois sécurisé en termes de délai. C'est aussi la question du coût. Aujourd'hui, ces flux aussi qui ont été fortement impactés. Pourquoi? Tout d'abord, parce que les sociétés d'assurance qui n'assurent plus, dans la plupart des cas, en tout cas les sociétés d'assurance européennes ou en tout cas étrangères, on va dire en général, n'assurent plus les flux qui passent par les Russie. Donc, ces flux ont été impactés et beaucoup moins aujourd'hui. Donc, la Chine, c'est plutôt par la voie maritime qui partent vers l'Europe. Ça, c'est en ce qui concerne la Chine.
Après, on avait vu qu'il y a beaucoup de sociétés maritimes ont arrêté de faire les livraisons des produits, des conteneurs qui ont la destination de la Russie. J'espère que vous avez les noms de ces sociétés et ça impacte fortement les flux, bien évidemment. Après, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il faut décharger les camions, des conteneurs, mettre ces conteneurs sur les camions, soit sur les trains, et après les envoyer vers la destination. Attention, c'est le phénomène aussi qui va arriver, je pense encore, quand il y a les conteneurs qui circulent. En fait, vous avez effectivement beaucoup de conteneurs qui sont à l'aller, qui repartent remplis ou vides. Aujourd'hui, 30% environ, si je parle de la statistique, 30% des conteneurs qu'il va manquer par rapport à quand il y avait les flux, je dirais, normaux. Ce qu'il faut attendre que peut-être les coûts des transports en conteneurs vont être augmentés parce que c'est le déficit des produits qui sont conteneurs qui risque d'arriver en Russie. Maintenant, quand on revient maintenant vers l'Europe, parce qu'il y avait beaucoup de questions vraiment sur les flux depuis l'Europe, qu'est-ce qui se passe? Les sanctions qui ont été mises tout d'abord pour l'entrée des camions avec les plaques russes ou biélorusses vers l'Europe, l'exception a été faite, c'est à partir du 8 avril, et l'exception a été faite pour les produits alimentaires, pharma, il y a encore quelques exceptions. Tout d'abord, effectivement, ce sont des exceptions, c'est-à-dire que le camion avec les plaques russes peut sortir avec les marchandises qui sont alimentaires. Par contre, le paradoxe de la situation, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle ou décret ou la loi qui peut autoriser le camion vide avec les plaques russes, aller chercher ces produits. Et ça, c'est bien embêtant. Finalement, pour faire simple, c'est effectivement hyper compliqué de faire entrer les camions russes et biélorusses vers l'Europe parce que cette exception qui a été autorisée ne fonctionne pas pour les camions vides parce que les douaniers vont demander des justificatifs, mais à la fois, ils ne savent pas quels sont les justificatifs à demander. Par contre, les camions européens, ils peuvent charger les marchandises et ils peuvent aller vers la Russie. Oui, pour les camions russes qui ont été chargés jusqu'au 8 avril, la douane a été ouverte. Donc, il a fallu présenter les documents qui justifient que les camions qui ont été chargés avant le 8 avril. Aujourd'hui, nous sommes déjà 21 avril, oui. Donc, effectivement, maintenant, cette aléa, je dirais, n'existe plus. Tous les camions qui ont été chargés avant le 8 avril sont sortis de l'Europe. Maintenant, pour ces embargos, je dirais, ou pour ces interdictions, les camions européens peuvent aller jusqu'à la Biélorussie. Les contre-sanctions qui ont été mises par la Biélorussie, c'est de dire que les camions européens ne peuvent pas aller au-delà de 50 km après la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectivement quand il y a le camion avec les plaques polonaises, par exemple, ou les françaises peut-être, qui peut aller jusqu'à la frontière biélorusse, et après, il faut décharger les marchandises. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la logistique, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle cross-dock, c'est-à-dire que les marchandises, elles doivent être déchargées sur les endroits sous régime douanier en Biélorussie, et puis être chargé vers les camions avec les plaques russes, biélorusses, par exemple. Et donc, après, les marchandises, ils suivent leur chemin jusqu'à l'adresse qu'il faut. C'est pas si simple parce que avec les documents, la Biélorussie n'a pas été préparée et les flux aujourd'hui sont énormes et les files d'attente des camions qui aujourd'hui vont jusqu'à 3 jours d'attente des camions sur les frontières biélorusses. Après, l'autre flux qui existe toujours, c'est
Vous avez peut-être entendu parler, il y avait la tentative de la Russie, ou en tout cas, il y avait les discussions de faire les contre-sanctions aussi par la Russie, ce qui a été suspendu. Et finalement, les camions européens peuvent entrer en Russie, mais ils peuvent entrer en Russie soit par Latvie, la Lettonie et l'Estonie. Et par contre, la capacité, il y a 3 passages. Estonie, c'est un passage et une passage. Lettonie, il y en a 2. La capacité, c'est 200-250 camions par jour qui n'est pas du tout suffisante pour le volume de camions qui ont été même jusqu'à tous ces événements qu'on vit aujourd'hui. Donc effectivement, c'est hyper contraignant. Il y a les files d'attente qui sont assez significatifs à la frontière. L'autre solution aujourd'hui qu'on commence à mettre en place et commence à réfléchir, c'est le changement de remorque. Donc vous avez le remorque avec les plaques européennes. Par exemple, vous changez la tête, donc le tracteur, et vous continuez à envoyer le tracteur. Ce qui est efficace en termes de timing, parce que vous n'êtes pas obligé de décharger, charger, donc c'est beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut régler pour les logisticiens, c'est le retour des remorques, parce que vous avez déchargé quelque part en Russie, il faut le vide et le retourner d'une manière ou de l'autre. Ce circuit progressivement se met en place. Et c'est quand même beaucoup plus rapide que juste changement des marchandises. Et puis, les autres flux qui restent encore, c'est par la Turquie. Attention, quand par la Turquie, donc de l'Europe, il y a les camions qui descendent vers la Turquie. Il y a 2 possibilités, 3 possibilités. Et une possibilité, c'est par les camions, vous commencez à monter via Géorgie. Mais par contre, il y a le passage qui Verkhny Lars, avec les montagnes, donc il y a déjà beaucoup de camions. Il y a hier 2000 camions qui ont été dans les bouchons parce que le météo qui n'est pas bon. Donc nous, en tout cas, on déconseille de prendre cette option. L'autre choix, c'est via Istanbul, il y a les bateaux. Donc on peut mettre les conteneurs sur le bateau et les envoyer vers Novorossiysk, dédouaner à Novorossiysk, et donc les marchandises rentrent en Russie. Et troisième, c'est bien évidemment, c'est les avions. Les avions aussi, ça existe comme les solutions. Donc, il y a l'Europe qui envoie les avions vers plutôt aujourd'hui la Turquie, ou ça peut être les Emirates, et qui après les avions avec le changement des avions, bien évidemment, qui partent vers la Russie. Et peut-être aussi une option à citer, c'est les trains. Donc les trains, il y a soit de la Pologne, soit de l'Allemagne. Il y a 2 trains qui existent. Aujourd'hui, ça se met en place progressivement, que c'est possible d'envoyer par train des marchandises, mais tout en respectant bien évidemment et les documents et le régime des sanctions, c'est-à-dire pour les produits qui ne sont pas mis sous sanction. Si par exemple les produits luxe, je prends comme exemple, qui sont toujours sous sanction, soit vous parlez vous pensez des avions, des camions ou des trains, de toute façon, ça va être interdit, donc c'est pas possible de les exporter de l'Europe vers la Russie. Les coûts, je pense qu'il y avait lors du briefing d'hier ou avant-hier, il y avait les questions des coûts. Les coûts des camions qui augmentent fortement. Avant le Noël, pour vous donner l'idée, depuis l'Europe, je prends l'exemple de la France, par exemple, depuis la France jusqu'à Moscou, le camion a été entre 2000 et 2500. Pour le Noël, ça pourrait augmenter jusqu'à 4000 € par camion, de porte à porte toujours. Aujourd'hui, le prix de camion peut aller jusqu'à 8 ou 10 000 par camion, qui est la hausse assez significative. Et je pense qu'il y avait aussi des interrogations. Est-ce que quelqu'un qui essaie de jouer là-dessus, je ne pense pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt le risque
qui est mis dans le prix et à la fois le temps d'attente. S'il a le chauffeur pendant 3 ou 4 jours doit attendre que sur la frontière de Biélorussie, donc au lieu de faire essayer de faire son trajet autre dans le temps normal, là aujourd'hui il est juste dans la file d'attente. Donc tout ce coût qui est mis dans le coût de la logistique et in fine c'est pour ça que les prix qui augmentent fortement. Et je pense là on vit vraiment, vu le déficit, vu la complexité, on vit dans les règles, je dirais, classiques de l'économie, c'est l'offre et la demande. Et quand la demande elle est là et l'offre qui diminue, bah, il y a les prix qui augmentent. Voilà, en termes de panorama, je pense en quelques mots, ça va être les grandes lignes, sans entrer dans les détails. Et maintenant, si on passe aux questions, je vais essayer de répondre. Oh ben, notre ami a déjà une question. D'abord, avant une question, tu es un fan club. On nous dit que brillantissime allocution du CEO de FM Logistique. Merci. J'ai compris tout ce que je n'ai pas compris hier. Même s'il y a des mineurs, par exemple, qui essaient de rentrer dans des camions. Non, un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet du vin. Donc, les vins et spiritueux, aujourd'hui, ne sont pas touchés par la taxe, par l'interdiction d'importation jusqu'à 300 € par item, ce qui rend possible l'importation de l'immense majorité des bouteilles. Mais vous venez d'évoquer le fait, tu viens d'évoquer le fait que le prix augmente de façon exponentielle à cause de tous ces franchissements de frontières successifs, les délais d'attente. J'imagine qu'un importateur va pas forcément investir dans des camions réfrigérés ou climatisés comme c'était le cas. C'était déjà pas le cas systématiquement avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer si maintenant des bouteilles de Bordeaux vont mettre 3-4 jours à arriver jusqu'en Russie l'été avec des températures qui peuvent monter jusqu'à 40 degrés, 15 heures d'attente à une frontière, 15 heures d'attente à l'autre. Quel est ton pronostic ? Je pense tout d'abord, de toute façon, quand il y a la demande, il y a toujours les solutions qui se trouvent. Donc, il y a les réfrigérateurs. Si ce n'est pas l'achat, il y a la location de remorques, par exemple, ça existe toujours. Et je pense que c'est ça qui va se mettre en place. C'est-à-dire que les réfrigérateurs, quand il y a les produits frais, il faut de toute façon, effectivement, garder la température. Donc, in fine, déjà, par rapport au camion normal, le REF, c'est plus cher. Le temps d'attente, donc ça impacte le prix. In fine, ça impacte le prix sur la logistique. Et donc, le prix d'arrivée, le prix d'achat en Russie va être augmenté. Donc, oui. On nous demande si les limites de 300 € pour le prix de luxe sont FOB ou DPP. DDP, pardon. Je pense que c'est quand même Ex-Works, c'est-à-dire que si mon mémoire est bon, tous ces prix sont dans les factures de celui qui envoie, c'est-à-dire que l'expéditeur, oui, qui fait la facture, donc d'habitude il fait quand même le Ex-Works. Et après il a la logistique. Ex-Works, c'est le prix sorti de l'usine. Et donc après la logistique qui se rajoute. Tu as une remarque, Pavel, où on te dit qu'il faut se mettre au vin de Crimée, Pavel. Donc, il va falloir que tu changes la destination de tes vins. J'ose à peine imaginer ce que diront les journalistes occidentaux si on commence à faire la promotion des vins de Crimée. Mais, et puis, bon, le Bordeaux, c'est quand même meilleur. Alors, on a des questions. Hein. On a une première question qui nous dit: le gouvernement russe a bloqué les exportations d'un certain nombre de composants. Il n'est plus possible pour l'instant d'exporter, même temporairement, des éléments de machine pour les faire réparer dans les ateliers des fournisseurs en Europe. Selon le texte original, l'interdiction porte jusqu'à fin 2022. Peut-on espérer un assouplissement de cette mesure dans un avenir proche? Si une telle procédure existe déjà, pouvez-vous la partager? Donc, sur assouplissement, moi, je ne vais pas pouvoir me prononcer parce que malheureusement, avec toutes mes volontés, on a très peu de chances d'impacter les décisions qui arrivent presque tous les jours. Par contre, en termes de procédure, d'après ce que je comprends dans les questions, en fait, ce sont les cas quand, par exemple, vous voulez effectivement réparer un produit, un équipement peut-être, vous voulez le sortir, soit parfois sortir les pièces détachées, donc
le réparer en Europe dans le pays d'origine du fabricant et refaire entrer en Russie. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de démontrer aux douaniers à nouveau c'est que vous voulez sortir le produit uniquement pour réparer. Et, nous avons eu l'expérience avec un cas uniquement pour aujourd'hui où il a fallu démontrer beaucoup de documents pour prouver le cas que c'est pour réparer l'équipement. Bien évidemment que c'est le client, donc nous on est juste l'organisateur de logistique. C'est le client qui doit contacter le producteur, celui qui a produit les équipements. Mais aujourd'hui c'est hyper compliqué. Donc je ne peux pas donner beaucoup d'espoir que c'est faisable. Mais après, si vous avez le cas concret, vous pouvez récupérer mes contacts et on peut étudier votre cas si on peut avoir les idées ou on peut vous aider. Vous pouvez nous envoyer toutes vos demandes, on les transférera à Oleg après, bien évidemment. Est-il vrai que le gouvernement russe envisage de donner l'instruction aux douanes russes de ne plus suivre le système de trademark? N'étant pas un spécialiste, comment cela fonctionne-t-il? Ce scénario non-application des trademark protection est-il réaliste? À quel genre de conséquences doit-on s'attendre? Sur cette question, je vais essayer d'apporter deux réponses parce que je ne sais pas de quoi exactement parle-t-on. Donc, il y a première option qu'on parle de la marque quand on importe, par exemple, je ne sais pas, le serveur IBM. Je donne cet exemple. Il y a l'entreprise qui s'appelle IBM qui doit donner son certificat pour dire que c'est bien mon produit. J'autorise que cette marque, ce produit avec ma marque rentre en Russie. Sur ce sujet, il y a la loi, ou en tout cas, il y a les discussions autour de parallèle import en russe, donc l'import parallèle, les importations parallèles qui se poursuivent. Aujourd'hui, le gouvernement commence à donner les assouplissements sur ce sujet, mais une fois qu'ils ont prononcé, ils n'ont pas donné encore les spécifiques, quels sont les produits qui sont concernés, quels sont les produits, plutôt l'équipement, ce n'est pas nécessairement les produits alimentaires. Le gouvernement qui pense tout d'abord pour les industries sensibles, exemple les serveurs par exemple, parce qu'en Russie, les serveurs ne se produisent pas. Donc, du coup, le gouvernement n'a pas donné encore les détails où est-ce que c'est possible de ne pas exiger le certificat d'origine. Par contre, si c'est une deuxième nuance dans les questions autour de trademark, ça peut être les questions autour de markirovka. Markirovka, c'est quoi? C'est une fois que le produit qui rentre en Russie, il y a tout un système de suivi, de traçabilité de produits. Ça a été commencé en Russie, ce suivi il y a 7 ans, peut-être 8 ans, à partir de l'alcool et le tabac. Ça s'appelle le système YIGAIS. Et au fur et à mesure, l'État a commencé à mettre ces markirovka, donc le système de traçabilité sur pas mal de produits. Chaussures, textiles, fourrures, etc. Donc aujourd'hui, à nouveau, YIGAIS et tabac, le gouvernement ne s'est pas prononcé pour assouplir les mesures. Par contre, sur les autres types chaussures, textiles, il y a vraiment les discussions que peut-être la markirovka ne sera pas obligatoire pendant un certain temps sur un certain nombre de produits. Mais quand même, l'État a fait beaucoup d'efforts pour le mettre en place. Aujourd'hui, il y a la grande discussion pour ne pas l'enlever ou supprimer tout de suite. Une question sur l'augmentation des prix. Que peut-on considérer comme une augmentation acceptable, justifiée des coûts logistiques? Bon, ben, si on multiplie par 10, c'est justifié, non? Tout d'abord, si on vous confirme, c'est le prix, donc il faut y croire. C'est la confiance. Non, comme je dis, il y a par exemple, le conteneur, s'il y a le manque de conteneurs, il y aura forcément l'augmentation du prix. S'il y a les files d'attente sur la douane, forcément l'augmentation du prix. Est-ce que tel ou tel acteur qui abuse? Moi, très honnêtement,
je ne pense pas. En tout cas, les équipes d'achat, ils sont hyper vigilants pour ne pas être, comment dire, pour ne pas acheter les produits ou les services pour n'importe quel prix. Et nous, en tout cas, notre philosophie, s'il y a la hausse de prix, bien évidemment, on est obligé d'augmenter le prix pour le client. Et s'il y a la baisse de prix, on reflète cette baisse de prix pour le client. Donc, effectivement, le marché qui est hyper volatile et je pense, pour l'instant, on est parti pour ne pas avoir la baisse de prix, en tout cas pendant un certain nombre de semaines. Comment envoyer des lettres ou des documents professionnels entre la Russie et l'Europe? Là, c'est vraiment que des lettres. De la Russie, il me semble que même les entreprises type DHL et autres, ils acceptent toujours les lettres pour envoyer en Europe. Par contre, et Poste Russe aussi, il me semble. Par contre, depuis l'Europe, effectivement, c'est compliqué. Alors, je vous dis quelques acteurs. C'est pas notre business, donc je partage juste l'expérience. Il y a les entreprises qui proposent renvoi des lettres depuis l'Europe, ça part vers Kazakhstan et après de Kazakhstan, ça remonte vers la Russie. À vérifier, mais il me semble que Pony Express qui propose ce type de service. Merci. Pourriez-vous présenter les différents enjeux et problématiques autour des certificats de provenance origine? Certificats provenance origine sont les certificats qui sont donnés par le producteur et comme j'avais dit pour l'autre sujet, les producteurs qui ont le droit sous la marque. Donc c'est la marque qui est présente en Russie et effectivement quand on doit exporter le produit pour les importer en Russie, il faut présenter le certificat d'origine. Donc ce sont les documents qui sont d'habitude reçus, octroyés auprès de producteurs et ça fait partie des documents qui sont obligatoires pour dédouaner les marchandises. Après, je ne sais pas quelle est peut-être la nuance dans la question, je ne sais pas si au cas où. Est-ce que les sanctions incluent des exemptions quant aux marchandises transportées? J'imagine qu'il y a des exceptions. Est-ce que les sanctions incluent des exceptions quant aux marchandises transportées? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais il y a des exemptions. Il y a les exemptions. Donc, pharma, par exemple, tout ce qui est les produits médicaux, ça fait partie des exemptions. Les produits alimentaires et produits électriques, par exemple, tout ce qui est les prises, les choses comme ça. Donc, aujourd'hui, ça fait toujours des choses qui sont autorisées pour transporter entre l'Europe et la Russie. Alors, avec un exemple, la société de mon client est en Biélorussie et en Russie. Les sanctions frappent-elles indifféremment les sociétés de transport dans les deux pays? Oui. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on disait les camions européens ne pouvaient pas passer plus de 50 km en Biélorussie. Et du coup, c'est l'autre logistique circuit de transport qui se met en place. Alors, après un problème de paiement, la société de transport a aussi une entité légale en Allemagne avec un compte bancaire. La banque en Allemagne refuse d'exécuter des flux financiers d'Allemagne vers la Biélorussie, pays dans lequel la société a son centre opérationnel, cela avant même que le secteur soit sous sanction. Y a-t-il des solutions? Quand les banques de l'Allemagne qui refusent de faire les paiements, moi, difficile à donner quelques solutions parce qu'effectivement, à part, je sais que certains acteurs du marché, et là pour le coup, je ne parle pas que de la logistique, ils essaient de trouver les solutions, soit d'ouvrir quand même le compte bancaire dans les banques qui ne sont pas soumises aux sanctions. Il y a quand même les banques européennes qui existent. Et d'habitude, dans ce cas-là, les paiements qui passent. Par contre, aussi, les comptes qui sont ouverts, soit dans les comptes russes, des banques russes ou biélorusses qui sont mis sous sanction, effectivement, c'est compliqué soit de faire le versement de cette banque, c'est-à-dire de la Russie, Biélorussie vers l'Europe, soit de recevoir de l'argent. Ça, c'est la réalité, malgré tout, malheureusement, qu'on vit. On nous propose une solution pratique à un problème que tu avais. Si deux sociétés arrivent à se mettre d'accord pour qu'une société apporte des biens de l'Union européenne vers la Russie et que le camion reparte avec des produits d'une société russe qui exporte vers l'Union européenne, est-il possible de faire baisser le prix du camion?
Bien évidemment, quand il y a le circuit de retour qui se construit, effectivement, ça c'est tout à fait le moyen pour baisser le prix et pour le logisticien d'être compétitif. C'est tout l'art de la logistique pour organiser le flux de retour, même si c'est entre les deux villes, parce qu'effectivement, par derrière, c'est la baisse de prix, c'est être plus compétitif et toujours plus attractif comme le partenaire. Le shift du business russe, Union européenne, vers Russie, China. Êtes-vous présent sur ce flux Russie-Chine ou pas de shift en ce qui vous concerne? En fait, est-ce que vous avez un flux important entre l'Union européenne et la Russie? Est-ce que vous constatez un shift de la Chine oui, aujourd'hui, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a la baisse des volumes de l'Europe vers la Russie en tant que telle. Il y a la hausse de la Chine. Donc, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on a la hausse assez significative depuis la Chine. En termes de nombre de déclarations, par exemple, douanières qu'on fait, de la part de la Chine, c'est presque constant. De la part de l'Europe, la baisse très significative. On nous pose des questions directement sur Ikea ou Zara, ça on ne peut pas répondre. Est-ce difficile de sortir des produits de Russie? Si les produits à exporter, c'est possible, si ce ne sont pas les produits qui sont mis sous sanction. Si par exemple les céréales sont mis sous sanction par la Russie pour être exportés, là, ce n'est pas possible. Par contre, aussi d'autres produits, par exemple les vêtements, je ne sais pas, quelque chose de textile qui sont à exporter et ce n'est pas mis sous sanction, donc là, il n'y a pas de souci. Alors, les conteneurs, tu nous parlais des conteneurs et du port de Novorossiysk tout à l'heure. Est-ce possible par Saint-Pétersbourg? Oui, par Saint-Pétersbourg aussi, c'est possible, oui. Il y a les flux maritimes qui restent toujours arrivés vers Saint-Pétersbourg, être déchargés, reçus, dédouanés et après rentrer en Russie. À savoir que Novorossiysk, dans les flux qui est moins développé par rapport à Saint-Pét. Et du coup, aujourd'hui, les volumes qui augmentent à Novorossiysk, c'est compliqué pour Novorossiysk, mais Saint-Pétersbourg, c'était toujours un bon flux. Pour entrer en Russie, peut-être, même si ce n'est pas la question, mais si je prends l'exemple des produits venant de Vietnam, donc de Vietnam, vous faites venir les produits tout d'abord vers Vladivostok, dédouanement à Vladivostok, et après, soit plutôt en train, soit c'est possible d'imaginer les camions qui partent vers la Russie. C'est plutôt le train, bien évidemment, depuis Vladivostok. Une question un peu technique. Le markirovka dont vous parlez, est-ce qu'on appelle le честный знак? Oui, c'est честный знак pour la marquировка, plus tout ce qui est autour de data matrix, EGAIS pour l'alcool et честный знак, oui, pour les autres. Oui. Et si oui, est-il vrai que le QR code lié à ce projet peut être mis sur les produits quand ils sont en Russie ou doivent-ils être toujours collés avant le passage en douane? Est-ce que c'est... Pour l'alcool, ça, je sais que c'est avant le passage en douane. Par contre, pour les autres, moi, je sais que c'est dans le complexe. Est-ce que c'est exactement avant d'être dédouané ou après? Pour moi, c'est un package des services qu'on fait. Donc, j'ai du mal à distinguer. Est-ce que c'est-à-dire à 9h, on colle les produits, à 11h, on dédouane ou l'inverse? Ça, j'ai du mal à... Et après, on nous propose un schéma qui n'est pas très officiel, donc Françoise, on ne va pas en parler. Moi, je parle uniquement des schémas, bien évidemment. Ouais. Pas les schémas, mais moi, j'utilise exprès le mot, c'est-à-dire les flux logistiques. Ce sont les flux logistiques qui existent, parce que, comme j'avais dit, que certaines personnes qui ne sont pas dans cette industrie pensent que tout est bloqué pour l'instant. Heureusement, même en avion, par exemple, ce sont les flux logistiques qui existent. Et dernière remarque, on nous disait que de toute façon, les camions russes et biélorusses allaient bientôt être interdits d'entrer en Union européenne à cause de la nouvelle règle Euro 7. C'est vrai? Oui, ça c'est fort probable, bien évidemment.
Donc finalement, on ne fait qu'avancer la règle. Oui, après, si vous avez aussi le camion arménien, par exemple, ou vous prenez n'importe quel autre pays, bah, du coup, c'est le camion qui peut entrer comme en Europe comme en Russie. Après... Donc en fait, le changement de tracteur est très pratique. Ah oui, oui, oui. Par contre, c'est contraignant en termes de documents, mais ça se met en place. D'accord. Donc vous continuez à opérer entre l'Union européenne et la Russie. Oui, on essaie de trouver. Tout d'abord, être agile aujourd'hui, c'est la réalité du business. Ouais. Think out of the box, c'est la réalité du business, plus que jamais. Et on essaie quand même toujours d'aider à nos clients pour dans ces circonstances hyper turbulentes et difficiles. Et on fait notre meilleur. Après, quand il y a les produits sous sanction, on ne peut malheureusement rien faire. Mais think out of the box, c'est une bonne conclusion, Oleg. Donc, on te remercie beaucoup pour ce que tu nous as expliqué. On a répondu à peu près à toutes les questions de nos auditeurs. Donc, merci infiniment. On peut faire confiance à FM Logistique. Vous avez des entrepôts absolument énormes que l'on voit lorsqu'on atterrit à Sheremetyevo. Enfin, ça, c'était du temps où vous pouvez atterrir à Sheremetyevo. Ça nous semble bien longtemps maintenant. Pavel, tu peux te réveiller. On nous dit, oui, non, tu vois, il faut d'abord que tu écoutes parce qu'une petite remarque pour toi, on nous dit que les vins crimés liquoreux sont excellents. Quant au vin sec, c'est plus difficile. Voilà. Mais je suis sûr que tu as d'autres choses à nous dire aussi. À part le Sauternoff, effectivement. D'autres questions pour notre ami réveillé et compétent, à la différence de certains. Donc, deux moyens de poser des questions, parce que, hélas, ces enjeux logistiques vont sans doute aller en se complexifiant au fur et à mesure que la situation elle-même est de plus en plus difficile. On a beaucoup parlé notamment de Kaliningrad durant les dernières semaines. Donc, la hotline, le fil Telegram, c'est cifr.ru. Notre fil légal également sur toutes les nouvelles administratives. Et puis, nous allons nous retrouver jusqu'à la fin de cette semaine, donc encore demain, à 17h30, heure de Moscou, 16h30, heure de Paris. Pas d'invité particulier, peut-être à moins que le spécialiste des Bitcoin revienne pour nous expliquer encore un certain nombre de choses. Peut-être. Tenez bon, hein, surtout les amateurs de Bitcoin. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de messages aussi hier sur les bitcoins, sur les crypto-monnaies, pour nous dire que la conférence avait plu. Donc, merci à Camille hier, merci à Oleg aujourd'hui, à Tadzio mardi. Merci beaucoup. Françoise, vous avez posé une dernière question auquel Oleg a déjà répondu, mais oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous comprendrez ce que je vous dis. Donc, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.